Chahut Média. Si bien entendu. Merci. On laisse rien dans la voiture ou... Moi, j'ai un énorme sac, il est vraiment très lourd, quoi. Bonjour. Grignan, avril 2025. Un matin clair, un virage, une porte qu'on pousse. On est venu ici sur les traces d'un homme, un poète immense et un traducteur hors pair, Philippe Jacotet. Vas-y. Et je parle maintenant, par exemple. Et c'est comme là, puissions-nous trouver nos os si purs, retenus, étroits. Dans ce village de la Drôme provençale, l'écrivain né dans le pays de Vaud a vécu, écrit, marché, 70 ans durant. On a voulu lui rendre hommage et s'approcher au plus près de l'homme qu'il a été. Alors on s'est rendu chez lui, dans cette maison en pierre où vit encore son épouse, Anne-Marie Jacotet. Bonjour, madame. Bonjour, vous êtes Caroline ? Oui. Je suis David. Enchanté, Carole. Philippe Jacotet, je l'ai lu jeune. Plus tard, à l'université, j'ai suivi un cours sur sa poésie. Peut-être donné par Daniel Maggetti, je ne sais plus. La poésie de Jacotet, je dirais que c'est une poésie qui a quelque chose d'existentiel, voilà. Mais il était déjà là, en moi, comme une voix familière. Ça va très bien. Bonjour. On est ravis de vous rencontrer. Vous êtes gentil. Vraiment. Mais c'est une vieille dame que vous voyez. Cette série podcast, on l'a imaginée avec Daniel Maggetti à l'occasion des 100 ans de la naissance de Philippe Jacotet. En 4 épisodes, on raconte sa trajectoire, on rencontre ses proches, on plonge dans ses traductions et on médite sur une vie tout entière consacrée à la quête de la beauté et à la recherche de la justesse, comme il disait. Et néanmoins, la poésie, Philippe Jacotet. Une série documentaire podcast Chahut Média, conçue en collaboration avec Daniel Maggetti. La musique du générique est de Gaspard Klaus. Alors si je vous raconte une histoire, tout à coup je ne trouve pas les mots, vous coupez là. Mais là, oui. Ça vous fait pas peur? Pas du tout. Bienvenue dans ce premier épisode. Son titre, Parcours d'une vie. Et moi je trouve extraordinaire que ce village, quand on s'y est installé, il n'y avait absolument personne. Il n'y avait presque pas de touristes, pas de maisons neuves, il n'y avait que 2 maisons neuves à Grignan. C'était merveilleux, mais on ne peut plus dire la même chose. Alors on s'est installé ici parce qu'on avait envie d'être dans un village, un vrai village. On cherchait justement un endroit pour vivre, parce qu'on venait de se marier, on était en Suisse, on n'avait pas d'argent, et on avait envie d'être dans un endroit où on vivait simplement. Moi, dès que je voyais une vieille ruine, une vieille maison, je disais c'est là que je veux être. Et cette maison-là, vous l'avez découvert comment ? Cette maison-là, c'est justement un Grignanais qui nous avait indiqué que cette maison était certainement à louer ou à vendre. Et on est allé voir, un jour de pluie, c'était absolument dégoûtant. Il y avait de la terre par terre, il y avait des bulldogs qui nous crachaient des cailloux sur les... Et ça dégoulinait partout. C'était une ruine. On a vu le jardin. On a dit non, ça c'est épouvantable. On a dit on ne veut pas ça. On ne sait pas pourquoi on nous a indiqué ça, c'est vraiment impossible. Bon, et quelques temps après, le même homme qui nous avait dit d'aller voir ça, nous dit mais je ne comprends pas pourquoi, vous n'avez pas vu, il faut retourner. Et on est revenu un jour de soleil et on a trouvé formidable. Mais comment vous avez été perçu au début, quand vous êtes arrivé dans le village avec Philippe Jacotet ? On a été très très bien accueillis à Grignan, c'est-à-dire que les gens ne savaient pas ce qu'on faisait. Ils ne nous ont pas posé de questions et ils ont tout de suite accepté parce qu'on n'était pas venu pour leur faire de la concurrence ou ouvrir un commerce ou quelque chose comme ça. Mais ils savaient tellement peu ce qu'on faisait que plusieurs années après qu'on soit là, Philippe rencontre quelqu'un qui dit « Alors, ça va la peinture ?»« Oui, ça va bien. » Alors Philippe ne voulait pas expliquer. Il disait « Oui, ça va bien. » Parler est facile. Et tracer des mots sur la page, en règle générale, est risquer peu de choses. Un ouvrage de dentelière, calfeutré, paisible. On pourrait même demander à la bougie une clarté plus douce, plus trompeuse. Tous les mots sont écrits de la même encre. Fleurs et peur, par exemple, sont presque pareils.
et j'aurais beau répéter sans du haut en bas de la page, elle n'en sera pas tachée, ni moi blessée. Aussi arrive-t-il qu'on prenne ce jeu en horreur, qu'on ne comprenne plus ce qu'on a voulu faire en y jouant, au lieu de se risquer dehors et de faire meilleur usage de ses mains. Extrait de Chant d'en bas, 1974. 1953, Philippe Jacotet et son épouse s'installent à Grignan. À l'époque, ce n'est pas encore un lieu touristique, juste un village isolé, presque hors du monde. Ils ne connaissaient personne, aucune vie intellectuelle, artistique, ou, pour se nourrir. Donc ils ont dû créer leur petit monde tout seuls là-bas. Antoine Jacotet, éditeur, fils de Philippe Jacotet. Et ils ont aussi, au début, je me souviens, ils ont eu une petite vie sociale. Ils allaient jouer à la belote, aux cartes avec le gardien du musée ou des choses comme ça. Ensuite, assez vite quand même, je pense que la différence de style de vie, d'intérêt, etc., ont fait qu'il s'est retiré presque, je dirais, davantage. Il n'a pas beaucoup participé à la vie du village. Mais ma mère était plus sociable. Elle partait peindre dans la campagne. Elle était amie avec tous les paysans de la région. Elle partait en vélo, elle allait dessiner. Elle rencontrait les gens facilement. Donc, ils avaient cette vie-là, mais je vous dis, dans une espèce de simplicité et de dénuement. C'était ça la vie. Et je pense que son isolement, il le compensait par une correspondance que moi, je découvre maintenant, si vous voulez. Évidemment, il était en relation avec Gustave Roux, mais aussi avec ses amis poètes français. En 1941, Lausanne, Philippe Jacotet a 16 ans. Il assiste à la remise du prix Rambert. Il est venu entendre Ramu, il découvre Gustave Roux, de 30 ans son aîné. Pour Jacotet, le choc est immédiat. Poète vaudois, marcheur, photographe et figure tutélaire de la poésie romande, Gustave Roux est devenu au fil des décennies la preuve qu'on peut vivre en poète, même en Suisse, même à l'écart du monde. Probablement qu'il a vu en Roux une sorte de preuve de la possibilité de vivre en poète et en poésie. Daniel Maggetti, directeur du Centre des littératures en Suisse romande. En étant finalement dans une position assez proche de la sienne, je veux dire, en Suisse romande, en ayant eu le même type de formation, le même type de parcours. Donc ça rendait au fond la poésie possible à un moment aussi, il faut bien le penser, début des années 40, où la Suisse est complètement isolée sur le plan international, la guerre autour, etc. Donc c'est une sorte d'appel d'air, la présence de Roux dans ces années-là. Après, ils ont travaillé ensemble, ils se sont liés, ils ont eu vraiment... Et progressivement, d'ailleurs, la relation s'est inversée. À partir des années 60... Jacotet est devenu le conseiller de Roux. C'est-à-dire que c'est lui qui a plutôt accompagné Gustave Roux dans ses derniers livres, qui l'a encouragé, qui l'a poussé à publier, etc. Mais dans toute la première période, donc des années 40 jusqu'au moment où Jacotet est parti à Paris, il est clair que Roux a été un appui de choix. Lausanne, juin 1945. Cher Monsieur Roux, voici enfin ce petit signe de reconnaissance en ce livre maladroit à peine à la hauteur de sa présentation. Cherchez-y l'intention plus que l'aboutissement, peut-être, mais qui aboutit jamais. Cette phrase, facile consolation d'échecs toujours renouvelés. J'aurais voulu vous écrire longuement, car j'aurais 1000 choses importantes à vous dire, que votre admirable air agite en moi quand je le relis, et qu'a précisé l'excellent article de Béguin dans Labyrinthe. Mais je sais que vous êtes captif, une fois de plus, de vos devoirs, et moi aussi des miens. Ces examens en septembre, et des traductions de Siegfried Lang à faire pour forme et couleur. Une folie que d'avoir accepté cette tâche presque impossible, en tout cas si ingrate. Et me voilà réduit à ne pas vous écrire une vraie lettre, mais seulement ce vague message que je lance comme de derrière des créneaux de livres doctes où les moellons de Schopenhauer, de Platon, d'Aristote et de Kant s'entendent à me diviser de ce monde qui serait si nécessaire,
si beau dans ce terrible été sec. À quand un long dialogue écrit ou même oral, cher monsieur? J'ai impatience de retrouver de vraies vacances, au sens profond du mot, une absolue liberté du cœur et de l'esprit dans l'abandon aux choses. Mais aurons-nous jamais de vraies vacances? J'ai peine à le croire. Très amicalement, Philippe Jacotet. Et merci, une fois de plus, pour votre mot sur les démons. La souscription a marché à merveille, et sans doute y êtes-vous pour quelque chose. Je vous serre la main. 1946. Philippe Jacotet s'installe à Paris, diplôme de lettres en poche. Derrière lui, un voyage en Italie, où il a rencontré le poète Giuseppe Ungaretti, et un premier recueil publié, 3 poèmes aux démons, qu'il reniera plus tard. Pour vivre, il accepte une première traduction, La mort à Venise, de Thomas Mann, confiée par l'éditeur vaudois Henri-Louis Mermot. Et il reste à bonne distance de tout cercle littéraire, méfiant à l'idée d'être englobé dans un courant. Et c'est clair que le milieu parisien ne lui a absolument pas convenu. C'est pas quelqu'un qui pouvait mener une vie de travail telle qu'il l'entendait et même de développement littéraire, disons, dans le contexte parisien. Ça, je pense qu'il l'a très vite senti. C'est des questions qui tiennent vraiment, je dirais, à la fois un caractère et puis à une sociologie. Il n'avait pas été fait pour ça. C'est-à-dire qu'il est allé d'abord à Paris. Anne-Marie Jacotet. Et puis il a fait la connaissance des meilleurs écrivains, aussi d'autres écrivains comme lui, comme Bonnefoy ou comme André Dubouchet, oui. Après qui est venu s'installer à Dieulefit, mais il venait nous voir avant. Et Dupin, des gens comme ça qui étaient déjà... Lui était aussi bien qu'eux, mais il a fui tout ça quand même. Il n'avait pas envie d'avoir tout ce monde avec lui. Il avait un peu peur de me présenter, j'ai l'impression, parce que moi, mais je me suis tout de suite bien entendu avec eux aussi. Vous vous êtes rencontrés à Paris ou à Lausanne, Philippe Jacotet et vous? Alors, à Lausanne. À Lausanne. J'ai fait l'école de dessin à Lausanne, mais après, je suis allée à l'Académie Julian à Paris. Et on était tous deux à Paris. On est revenu en Suisse pour un mariage. Une de mes amies qui épousait un ami de mon mari. Et c'est à leur mariage qu'on s'est connus. Il était d'ailleurs très chic. Il avait un melon. Il avait un melon, une cravate magnifique. C'était Mermot qui lui avait prêté parce qu'il n'avait rien à se mettre de beau. Il était extraordinairement beau. Il a toujours été beau, même sans melon. Et vous vous êtes mariés peu de temps après votre rencontre avec Philippe Jacotet? Oui. Quelques mois après. C'était une drôle d'idée. C'est vrai? Oui, non, c'était une bonne idée. C'était une bonne idée. Oui. À 28 ans, Philippe Jacotet décide de vivre à Grignan. Il veut une vie simple, loin de Paris, et sans devoir retourner en Suisse. Ce coin de la Drôme provençale devient vite central. Découvrir ce pays, l'explorer, va profondément marquer son travail. C'est un pays de marche, en un sens où, et on le verra beaucoup chez Philippe, d'entre-deux, c'est-à-dire un pays qui a à la fois une végétation méditerranéenne, ou en tout cas provençale, avec des chênes, quelques oliviers. Florian Rodari, éditeur, neveu de Philippe Jacotet. Des pins, et puis du blé, de la lavande, et je pense que l'ensemble, la multiplicité des aspects les a séduits. Les lumières, c'est le Mont Ventoux au loin, c'est des petites collines, des montagnes de petite hauteur, qui tout à coup a répondu à quelque chose qu'il aimait. C'était pas des grandes montagnes suisses avec des neiges éternelles, au contraire, il y avait une sorte de douceur qui a correspondu à un certain nombre d'émotions qu'il avait déjà eues et qui a fait que la tranquillité, le paysage, tout cela les a convaincus. Les amis viennent l'été, la famille rend visite de temps en temps. Pour Philippe Jacotet, Grignan devient un poste d'observation, une manière d'être présent
mais autrement. J'ai vécu donc l'adolescence, j'avais une adolescence un peu fragile et donc ma mère m'a envoyé à Grignan, à la campagne, pour bien respirer l'air. Donc j'ai vécu plusieurs mois. La discipline était incroyable. C'est lui qui se levait tôt le matin, faisait le petit déjeuner de tout le monde, emmenait les enfants à l'école ou au car quand ils étaient plus grands. Il rentrait, la porte se fermait, on entendait le grincement qui existe encore aujourd'hui, le même grincement, cette porte se fermait, tapait à la machine de 8 à 11. À 11h, il sortait pour faire les courses et aller à la poste, qui était un moment incroyable parce qu'il recevait beaucoup de l'étranger ou de la Suisse. Et c'est comme ça qu'il était tenu au courant de beaucoup de choses. Parce que comme il était critique, il recevait tous les livres de Gallimard pour avoir à les commenter. Et il repartait au travail, midi et demi, il s'arrêtait, la porte grinçait, se refermait plaque, on déjeunait jusqu'à 2h30, on plaisantait, on parlait de ce qu'on avait vu, de ce qu'on avait fait, et puis peut-être un petit peu de musique, et puis il remontait à 2h30, il fermait, et à 5h, il les réouvrait, sa porte grinçait, et à ce moment-là, on jouait. D'accord. On jouait, on allait se promener, on faisait de la pétanque. Ici, les journées sont organisées au cordeau. La traduction occupe l'essentiel du temps, c'est ce qui fait vivre Philippe Jacotet. La poésie, elle, se glisse dans les interstices. L'horaire fixe pour le travail, c'est l'horaire du traducteur. Antoine Jacotet. L'écriture poétique ou de prose, c'est tout à fait autre chose. Et alors là, moi, je ne parle qu'à travers lui. Je veux dire, j'étais témoin de rien, je ne voyais rien, je ne savais rien. Je pense que c'était des moments qu'il arrivait à sauver dans sa journée ou dans la nuit, quand il se relevait peut-être, ou il se levait plutôt le matin, quand il y avait quelque chose qu'il voulait vraiment. Mais c'est très frappant, moi ça me frappe maintenant, combien ça aura été en réalité difficile tout de même. Dans sa correspondance, on voit qu'il se plaint sans cesse de ne pas arriver à trouver le temps nécessaire qu'il aurait voulu pour écrire, parce que les besoins d'argent le rattrapaient sans cesse, vraiment. D'accord, donc c'est comme si la traduction était peut-être son métier, le gagne-pain. La poésie, c'était le travail de l'artiste. Oui. Et qui n'était pas si facile à caser dans l'existence. Oui, c'est un peu paradoxal. Il y avait à la fois le bonheur de voir que la source était là, mais sans doute l'angoisse de voir qu'on n'arrivait pas toujours à trouver le temps qu'il aurait voulu, de la réflexion, Il n'y avait pas que la traduction, d'ailleurs. Moi, je l'ai su là aussi bien après, mais pressé par les besoins d'argent, il a aussi collaboré beaucoup à des journaux en Suisse, et puis à la Nouvelle Revue Française aussi, plus littéraire, mais tous les articles qu'il écrivait pour la Gazette de Lausanne, puis la Nouvelle Revue de Lausanne, ou les deux, et puis même pour le petit journal de son beau-père, qui était la Feuille d'avis de la Béroche. Et la Feuille d'avis, je ne sais pas s'il se faisait payer pour ça, mais pour les deux autres journaux, c'était un complément aussi. Et donc, c'est vrai, quand je vous dis qu'il ne laissait rien transparaître de son travail, peut-être la seule chose qu'on percevait parfois, c'était cette angoisse-là du lendemain, de la fatigue, de qu'est-ce qu'il allait trouver, quelle serait la nouvelle traduction qu'il allait pouvoir faire. Et ça, cela, c'est resté très présent, en tout cas pendant tout le temps où moi j'ai vécu à Grignan, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 16 ans. Et je crois que ça a continué encore après pas mal de temps. Mais alors, quand la poésie parvenait-elle à s'inviter ? C'est ce que je vous dis, travailler aux bonnes heures, et c'est tout. C'est comme ça qu'il a réussi à faire tout ce qu'il a fait. Et les promenades étaient aussi à des heures précises, ou là c'était un peu différent ? Oui, les promenades, on les faisait justement en dehors, quand il avait fini de travailler, ou alors samedi, dimanche surtout. Okay. L'habitant de Grignan. Parfois, un tel poids est sur nous
que nous décidons de ne rien faire, et en particulier de ne rien écrire qui ne l'allège, mais encore ne l'allège qu'à bon droit. Cela se peut-il en parlant simplement d'un lieu ? C'est la question que je me suis posée devant ce texte. Provisoirement, en tout cas, rien d'autre ne m'intéresse, et tant pis si je m'égare. Il semblerait donc que je dispose d'une règle qui me permette de choisir entre le pire et le mieux, c'est-à-dire de quelque absolu ? Non. Mais comment s'expliquer ? C'est un peu comme si le mouvement de l'esprit vers une vérité pressentie révélait cette vérité, ou l'alimentait, comme si nous devions une bonne fois partir, puisque quelque chose nous y pousse, et que la voie créa, ou plutôt découvrit le but. Marche difficile aux étapes dérobées. En route, donc, encore une fois, je suis un marcheur voûté par ses doutes. Mais il arrive que des souffles bienheureux m'emportent. Extrait de La promenade sous les arbres, 1957. Non, il marchait beaucoup. Oui, il marchait beaucoup. Il était connu dans le village d'abord parce qu'il avait toujours son panier d'osier sur l'épaule et qu'il marchait, qu'il allait... Florian Rodari. Là, tout le monde le voyait marcher. Il a beaucoup écrit en marchant, je dirais, puisqu'il y a beaucoup de textes qui parlent de la marche et de la découverte du pays. La promenade sous les arbres est le premier livre qu'il écrit à Grignan. C'est un livre essentiel. Il marche et il compose en marchant. Enfin, il compose en marchant. Le rythme du poème, c'est quand même le pas de l'homme. Et on allait découvrir des coins, comme il disait. Alors, il regardait la carte, ça, on n'est jamais allé là. Puis il écoutait un peu les autres personnes qui lui disaient, mais là-bas, on a vu, il y a une grotte, dans tel endroit, il y a des boris, il y a des puits. Et qu'est-ce qui suscitait son intérêt dans les paysages qu'il pouvait observer à force de promenades, balades, randonnées ? C'était plutôt des paysages que pouvait décrire Roux, finalement, dans le Haut-Jura, tels qu'il les a connus dans l'enfance, c'est-à-dire des prés. Amaury Roy, écrivain, éditeur. Sans trace humaine, ou alors seulement avec la présence d'une vieille église, le plus sobre possible, et où l'on sentait que... on était au centre de la civilisation et que cette civilisation était préservée, presque épargnée du désastre du monde, dont il avait parfaitement conscience. Et qui, au contraire, en entrant dans ces prés, en voyant cette beauté qui était presque immuable, qui n'avait pas changé, avec la conscience de l'histoire en train de se faire, des désastres de... Aujourd'hui, j'ai pensé beaucoup à lui à cause de ce qui se passe en Syrie, en Gaza ou en Ukraine. La conscience comme ça de toutes ces horreurs. Et il lui fallait trouver un contre-feu. Et ce contre-feu n'était pas moins réel que toutes ces choses horribles. Par exemple, lorsqu'il était à l'hôpital, à la fin de sa vie, en sortant de l'hôpital, il tenait absolument à ce que j'aille voir un pré à côté de Réauville, pas loin de la Gaffe. C'était tout à fait un pré ordinaire, comme il y en a beaucoup dans la Drôme. Mais son enthousiasme à vouloir qu'on y aille, vouloir que Florian ou Antoine le réaccompagne plusieurs fois là-bas, montre à quel point la nature chez lui... était prépondérante. Son rapport à la nature était immédiat et vital. Nuages de novembre, oiseaux sombres par bandes qui traînaient, et laissez après vous, aux montagnes, un peu des plumes blanches de vos ventres, longs miroirs des routes désertes, des fossés, terre de plus en plus visible et grande, tombe et déjà berceau des herbes, le secret qui vous lie, arrive-t-il qu'on cesse de l'entendre un jour ? Écoute. Écoute mieux, derrière tous les murs, à travers le vacarme croissant qui est en toi et hors de toi. Écoute. Et puisent dans l'eau invisible, ou peut-être boivent encore d'invisibles bêtes, après d'autres, depuis toujours, qui sont venues, silencieuses, blanches, lentes, au couchant,
ayant été dès l'aube obéissante au soleil sur le grand pré, la paix, cette lumière qui ne s'éteint pas la nuit, mais seulement se couvre d'ombre, à peine, comme se couvrent les troupeaux d'un manteau de sommeil. Et le ciel serait-il clément tout un hiver, le laboureur, avec patience, ayant conduit ce soc où peut-être Vénus aura paru parfois entre la boue et les buées de l'aube, verra-t-il croître en mars, à ras de terre, une herbe autre que l'herbe? Poème issu de À la lumière d'hiver, 1977. Est-ce que le clavecin fonctionne encore? Si on presse les touches, c'est un son qui sort? Il fonctionnerait, mais je crois que c'est très compliqué. Alors qu'on interroge Anne-Marie Jacotet, un clavecin nous regarde. Il est vert, ses lignes élégantes. On apprend qu'il a été spécialement construit pour les Jacotet par un couple d'amis. Et alors là, ouais, on a eu beaucoup de... Et notre cousine Christiane Jacotet, qui est une bonne claveciniste, elle venait souvent, elle donnait des concerts ici. Philippe joue du piano et du clavecin. Anne-Marie de la flûte. On aime les baroques, on écoute Purcell ou Bach, Bird et Monteverdi. Dans la maison de Grignan, la présence de la musique est fondamentale. Oh là, Philippe écoutait beaucoup. Et là, tous ces disques, c'est... Ce que vous montrez là, c'est un meuble qui est saturé de disques CD, de vinyle. Moi, je sais il y a, il y a deux gros amplis. Maintenant, je ne sais plus du tout. Je ne sais même pas les faire marcher. La musique, il y a été sensible toute sa vie. C'était une source d'émotions poétiques, au même titre que le paysage ou que d'autres. Antoine Jacotet. Donc évidemment, ça apparaît dans ses livres, ça apparaît, c'est pas pour rien que son dernier recueil s'appelle Le dernier livre de Madrigal, où il avait écouté Monteverdi très jeune et ça ne l'a jamais quitté. Mais la pratique, j'ai beaucoup de souvenirs là autour. Et il y a eu une période où mon père et ma mère s'étaient mis à apprendre la flûte à bec et ils faisaient de la musique tous les jours. C'était leur grand délassement, plus avec des amis aussi à l'extérieur. Et ça comptait beaucoup. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'ils pouvaient déchiffrer les partitions avec une grande facilité. Mais je crois que je ne l'ai jamais vu. Où est-ce qu'il se cachait? C'est un mystère pour moi. Je n'ai jamais vu jouer tout seul quelque chose. Pratiquement. Ni travailler son piano, par exemple. C'était... Il accompagnait, il adorait, il aimait ça, mais ça n'a jamais été une discipline ou un hobby, comme vous voyez. Et pour moi, c'est un mystère, ça. Alors, en fait, elle est impressionnante, cette maison, parce qu'elle est vraiment très grande. Ce que vous dites, c'est très grand, mais il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place à cause de quoi? Vous allez voir, il y a des murs de livres. Dans cette maison, la musique s'invitait le soir. La poésie, elle, restait plus discrète. Et Philippe Jacotet, justement, ne se présentait jamais comme un poète. En compagnie des siens, on s'approche de lui davantage. Je ne savais pas que Philippe était un grand poète quand je suis venue travailler là. C'est vrai, ça c'est intéressant. Comment vous êtes rendu compte tout d'un coup? Parce qu'il y avait des visites, il y avait des journalistes. Il y avait... Ce qui s'est passé, c'est que la première fois où je me suis occupée de lui, donc c'était pour un repas, je l'ai aidé. Caroline Tognolo, auxiliaire de vie au service du couple Jacotet. Et j'ai trouvé ce monsieur très courtois, mais vraiment. Et quand il me parlait, mais j'étais subjuguée. Et dans ma tête, je me suis dit, mais on dirait qu'il me conte une histoire quand il me parle. C'était vraiment extraordinaire. Et puis, quelques temps après, j'ai appris qui il était. Et là, j'ai souri, parce que il le respirait, en fait. C'était, voilà, poète dans l'âme. Ce que je voudrais dire tout d'abord, c'est que si l'on a une idée du poète ou du grand écrivain, dans la vie quotidienne, il n'avait rien de tout cela, vraiment pas. C'était l'homme le plus normal qui soit, le père le plus charmant, le plus attentionné, et justement qui au fond ne laissait rien transparaître
de ce qui lui importait le plus, de ce qui était sa vie intérieure, de sa vie d'écrivain. Moi, il m'a fallu vraiment des années pour savoir un peu plus ce qu'il faisait. Et en même temps, je dirais qu'il avait quand même une certaine aura. Ce n'était pas non plus n'importe qui. Je crois que cela se sentait un peu. Mais comment évaluer cela ? Il était très pince sans rire. Moi, j'aimais beaucoup son visage en lui-même, qui laissait passer beaucoup d'expressions et de sentiments, et ça pouvait varier d'une certaine froideur ou sévérité, qui tout d'un coup se brisait à l'énonciation d'un bon mot. Et là, c'était tout son visage qui se barbouillait d'un sourire comme on n'en voit que chez les enfants. En fait, contrairement à l'image qu'on pourrait se faire de lui, j'ai le souvenir de quelqu'un d'assez facétieux. Joueur. Oui, très joueur, aimant beaucoup les jeux de mots, évidemment. Liora Jacotet, comédienne, petite fille de Philippe Jacotet. Assez curieux. Et puis surtout, je me souviens de sa voix, parce qu'il avait une manière de parler qui est de plus en plus rare aujourd'hui, je trouve. C'est cette qualité de choisir ses mots. Et donc aussi d'avoir une certaine lenteur dans le débit. Et un timbre de voix assez profond qui faisait qu'on avait envie de l'écouter. Enfin, c'était quelqu'un qui parlait pas très fort. Philippe Jacotet, dont la voix, dit Amaury Noroy, avait quelque chose du violoncelle, grave, chaude, modulée. Et c'était un homme qui était très, 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 à la fois rigoureux et en même temps jovial et très porté à la rigolade. Hein. Je me souviens qu'il a fait un film avec la télévision suisse romande. Jean-Louis Roy, qui l'intéresse et qui lui dit « Que pensez-vous de la mort ?» C'est le genre de question qui l'horripilait. Dans ce film, on l'oblige à apparaître à son bureau en train d'écrire un poème. Et alors, il écrit quelque chose pendant 10 minutes. Moi, j'étais dans les... Et puis, il fiche ça. Là. J'étais curieux de voir ce qu'il avait écrit. Je suis décidément un génie. Mais on peut vous montrer, je vais quand même vous montrer. Oui, vous venez avec nous. Donc on monte au bureau de Philippe Jacotet. Ah oui. Ah oui, il y a le grain, ça. Non, c'est pas un mythe. Promis, pas de photo. Dans le prochain épisode, on reste dans le bureau de Philippe Jacotet. On parcourt les livres qui s'y accumulent. On ouvre ses carnets, on déplie les manuscrits. On entre dans sa fabrique poétique. Et néanmoins, la poésie, Philippe Jacotet. Une série documentaire podcast Chahut Média, conçue en collaboration avec Daniel Maggetti. En partenariat avec le Centre des littératures en Suisse romande de l'Université de Lausanne, le Centre de traduction littéraire de Lausanne, la Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne et le musée Géniche-Vevey. Cette série documentaire podcast a été rendue possible grâce au soutien de la Fondation Lennartz, de la Fondation Jan Michalski pour l'écriture et la littérature, de la Fondation UBS pour la culture et de l'État de Vaud.